on va enfin faire des vidéos comme je les aime. Je vous en dis pas plus, je vais vous laisser voir. Euh, Vraiment, c'est un projet qui me tenait à cœur, c'est un projet qui sera amené à se développer. Là, c'est vraiment les premiers épisodes. Mais votre avis va énormément compter sur ce nouveau projet, sur ces nouvelles vidéos. Je suis encore en train d'essayer le cadrage, vous voyez. Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir derrière, il y a un nouveau décor. Le décor est en train de se faire petit à petit. Et un jour, le décor sera incroyable. Je vous le promets. On passe tout de suite à la vidéo. Et comme vous le savez, ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur les monstres et les légendes du Portugal. Et on commence tout de suite avec le premier épisode de Monstres et légendes. Il existe un Portugal que les guides touristiques n'évoquent jamais. Un Portugal enfoui dans les brumes des montagnes, entre les pierres des villages oubliés et dans les silences des nuits sans lune. Ici, les anciens murmurent encore le nom des créatures qu'on ne doit pas réveiller. Des êtres sans visage, cachés sous les lits, dans les forêts, ou même à l'intérieur des murs de la maison. Des légendes transmises de génération en génération, entre peur, croyance et témoignages troublants. Et tout de suite, je vous présente la première créature, le premier monstre de notre vidéo. Un monstre qui en a effrayé plus d'un, et surtout les enfants. En plein cœur de la nuit portugaise, quand l'obscurité recouvre les ruelles pavées, une présence s'immisce, sans forme, sans visage. Il rôde dans l'ombre. Il attend que la nuit tombe et que les enfants désobéissent. Je ne saurais jamais bien prononcer les mots en portugais. On l'appelle le bicho papão. Cette créature est une figure ancestrale du folklore portugais, un monstre invisible, insaisissable, qui se cache sous les lits, dans les armoires ou derrière les portes. Présent dans toutes les régions, il incarne le croque-mitaine local. Il dévore les enfants désobéissants. Sans forme définie, il peut être un fantôme, une bête ou tout simplement une présence terrifiante dans le noir. On le retrouve à travers tout le Portugal et il est évoqué dans tous les contes pour enfants. Et comme dans toute légende, on a des témoignages troublants et terrifiants. Je n'ai jamais su si c'était un rêve ou une illusion, ou si quelque chose était vraiment venu cette nuit-là. J'avais 7 ans. On passait l'été chez ma grand-mère, dans un village près de Bragança. Sa maison était ancienne, en pierre, toujours fraîche à l'intérieur, même quand il faisait chaud dehors. Il n'y avait pas de télévision, pas de radio, juste le silence. Un silence épais. Ma mère me répétait souvent, dors vite, sinon le bicho papão va t'emmener. J'en rigolais jusqu'à cette nuit. Je me suis réveillée vers 2 ou 3 heures du matin. Je n'avais pas bougé, mais j'avais l'impression qu'on m'observait. J'ai tendu l'oreille, et là, je l'ai entendu. Un souffle, juste sous la porte de ma chambre. Lent, régulier. Comme si quelqu'un respirait contre le bois. Puis, des pas, très longs. Comme si une bête glissait sur ses pieds sur le sol en pierre. Je suis restée figée, même mes larmes ne coulaient pas. Mon corps refusait de bouger. Et alors, la poignée de la porte a bougé. Un petit bruit métallique. Une tentative, douce. Comme si ce quelque chose voulait entrer. Puis, plus rien. Silence total. Le lendemain matin, j'ai demandé à ma grand-mère si elle avait entendu. Elle m'a simplement regardé et dit « Tu ne t'es pas bien comporté hier soir. Le biche est venu voir si tu étais prêt. » Depuis, même adulte, je ferme toujours ma porte à clé, même quand je suis seule. Cette créature, elle fait partie de l'imaginaire portugais depuis des siècles et des siècles. On croyait autrefois qu'il venait des récits des croisades, où en fait on menaçait d'enlever les enfants pour les asservir. Il fait partie de ces figures effrayantes qui hantent les légendes familiales, un peu comme le croque-mitaine. De toute façon, dans chaque région et dans chaque pays, on a une espèce de croque-mitaine qui se cache sous le lit, derrière la porte ou dans l'armoire, qu'il prenne forme d'une ombre, d'un animal ou d'un souffle. Le bichou demeure aujourd'hui une incarnation de la peur. Bien sûr, le bichou n'est pas la seule créature, la seule légende, le seul mythe qu'il y a au Portugal. Il y a même des créatures surnaturelles
Et c'est ce que j'avais envie de vous raconter avec la Mura Encantada. La Mura est une créature surnaturelle féminine des légendes portugaises et galiciennes, souvent décrite comme une jeune femme d'une beauté envoûtante, enfermée dans un sortilège ancestral, jusqu'à ce qu'un acte brise son enchantement. Elle chante ou elle se peigne les cheveux, des cheveux noirs ou dorés, en utilisant un peigne d'or, parfois près des fontaines ou sur un rocher. Elle apparaît dans les lieux liminaires, sources, ruines, puits, grottes, ponts, et garde des trésors enfouis. Apparition probablement issue d'un substrat indo-européen ou celtique, elle puiserait son origine dans des divinités de l'eau ou du destin, comme les moires, ou des esprits liés à la mer, comme les ondines. Ce sont les âmes de jeunes femmes laissées pour protéger des trésors que les Mouros avaient cachés avant de partir vers le royaume souterrain de la Murama. C'est lors de la nuit symbolique du 24 juin, de la Saint-Juin, où la Mura pourrait rompre son sortilège. Elle se montrerait et étalerait des figues ou chanterait auprès d'une source. Pour la libérer, plusieurs conditions ou offrandes doivent être accomplies. Offrir du pain non salé, du lait, un baiser ou accomplir une tâche interdite. Le trésor de la Mura peut prendre la forme d'objets d'or, de figues, de lèches de mène dorées ou de vases enterrés. Parfois, des urnes funéraires ou objets antiques sont liés à ces récits. On a des lieux emblématiques comme le château de Tavira, où la Mura du château apparaît chaque année à la veille de la Saint-Juin. Pleurant son destin, le cavalier aurait tenté de la libérer, mais était arrivé trop tard. Elle disparut dans une nuée au lever du soleil. La ville met en scène cette légende dans une reconstitution publique chaque 23 juin de chaque année. C'était l'été 1994. Mon père avait hérité d'un vieux terrain près de Mouchek, au sud du Portugal. Il y avait des ruines, des pierres noircies, un puits à moitié effondré et, à flanc de colline, une grotte, fermée par des broussailles oubliées. Un soir, pendant qu'il nettoyait, je suis resté seul. J'ai voulu explorer. J'ai écarté des ronces et je suis entré. L'air était froid, j'entendais comme un écho, mais sans avoir parlé. Et là, au fond, à la lumière de ma lampe, je l'ai vue. Une femme, immobile, entourée de brume. Elle portait une robe blanche, ancienne, et ses cheveux tombaient jusqu'au sol. Je n'ai pas eu peur. Je me suis approché, elle m'a regardé et a murmuré « Puis, elle a disparu. Littéralement. Comme si elle avait été aspirée par la roche. Je suis sorti en courant. Mon père m'a crié dessus. Il disait que ce coin-là était maudit, qu'un berger s'était perdu ici, des années auparavant, et qu'il n'était jamais revenu. Le lendemain matin, la grotte avait disparu, recouverte de terre, comme si elle n'avait jamais existé. Et j'ai regardé la pierre qu'elle tenait, un galet noir, avec un symbole étrange. Je l'entends encore parfois la nuit, chuchoter. Cette légende, elle me fait un peu penser à la légende de la Dame Blanche. Au Portugal, on a aussi une légende de Dame Blanche. Et en fait, la description de cette créature me fait énormément penser à celle de la Dame Blanche. Je sais pas comment la Dame Blanche est représentée chez vous. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Parce que de chaque pays ou dans chaque légende, elle est toujours décrite différemment, ou du moins l'histoire est tournée très différemment. Pour le prochain mythe, j'ai choisi mon mythe préféré, mon mythe favori, celui de Maria da Manta. Il s'agit d'une figure du folklore portugais emblématique, des figures utilisées par les parents pour effrayer les enfants et essayer de les protéger des dangers aquatiques. Dans les villages ruraux du Portugal, on n'avait ni clôture, ni surveillance, et encore aujourd'hui, quand tu vas là-bas, toutes les portes sont ouvertes, il y a très peu de méfiance vis-à-vis des étrangers. Et quand on parle de rivière, c'est encore pire, il y a rarement des surveillances au bord des rivières, des puits, des marais, des caves humides. Alors les anciens ont donné un visage à la peur. Maria da Manta. Elle devient une entité mythique, une sorte de sorcière de l'eau, invoquée pour maintenir les enfants loin du danger. Maria da Manta n'attaque aucunement les adultes, elle est la punition des enfants désobéissants. Ceux qui sortent la nuit sans permission, ceux qui approchent seuls des puits ou des rivières, ceux qui mentent ou qui désobéissent à leur aîné. Elle ne tue pas toujours, parfois. Elle les enlève simplement et les cache
pour toujours ou les transforme en créatures aqueuses. Sa description varie selon les versions, mais la sorcière des eaux est souvent caractérisée par un visage cornu, parfois avec des cornes noires ou rousses, des yeux brillants comme des flammes, des mains ou des doigts transformés en crochets, parfois décrite comme une vieille femme en haillons, un sac sur le dos ou une nymphe aqueuse sophistiquée. Elle incarne une peur ancestrale, l'eau comme un danger pouvant être personnifié et implacable. Et tout de suite, nous faisons un bond en 1961. J'avais 8 ans, on vivait dans un petit hameau du nord, là-bas, près de Braga. Des maisons en pierre, un chemin de terre et un vieux puits au fond du champ. Le genre de puits que même les adultes évitaient, surtout quand le ciel variait au gré. Ma grand-mère disait « Ne va jamais là-bas sans moi. Elle craint les enfants qui n'écoutent pas. » Je rigolais. À 8 ans, on croit que tout ça, c'est pour faire peur. Jusqu'au jour où on comprend que certains silences ne sont pas naturels. Mon petit frère, Antonio, avait 6 ans. Il était curieux, téméraire, un peu trop. Un soir de juillet, on jouait à cache-cache. Je l'ai vu courir derrière l'étable, vers le vieux puits. Je l'ai appelé, mais pas de réponse. Juste le silence. Pas un oiseau, pas un souffle. J'ai couru et là j'ai vu le seau du puits balancer, tout seul, lentement, d'avant en arrière. Il y avait une chose posée sur le rebord. Une main, pas une vraie. Une main chez 2 cordes, comme tressée, mais qui suretait. J'ai hurlé, les adultes sont arrivés. On a cherché Antonio toute la nuit. Le corps n'a jamais été retrouvé. Ma grand-mère a murmuré, c'était Maria Dement. Elle l'a pris parce qu'il ne m'a pas écouté. Le lendemain, on a retrouvé quelque chose de tordu, accroché à la corde du puits, comme une petite chemise mouillée, nouée à un crochet rouillé. Après ça, le puits a été muré, et parfois, la nuit, même aujourd'hui, j'entends encore le seau grincer et ses enfants qui se mettent à chanter. Je sais qu'elle est toujours là, elle attend juste un autre enfant. Marcel. Ce récit, personnellement, c'est mon récit préféré. Cette créature, cette légende et tous ces mythes autour de Maria Dement, vraiment je sais pas, il y a quelque chose. Pourtant, d'habitude je préfère le paranormal, et pas forcément les mythes et les légendes, mais celui-là, depuis que je suis petite, il me fait quelque chose, vous voyez. Bien sûr, les légendes et les mythes ont souvent un caractère éducatif, pour éviter que les enfants fassent des bêtises, pour essayer de les éloigner d'un certain danger, mais parfois ça marche pas toujours. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que le format t'aura plu, que les histoires t'auront plu, et c'est là où je demande ton soutien parce qu'il est très précieux pour faire continuer à marcher la chaîne, avoir d'autres vidéos. Donc n'hésite pas réellement à liker, à commenter surtout et à partager, le plus important, la chaîne et les vidéos. Je vais refaire d'autres vidéos sur ce sujet parce que je kiffe les histoires paranormales, légendes et mythes. Et je pense qu'on est bien partis, vous et moi, pour en refaire d'autres. Mais vraiment, je compte sur toi pour me donner ton avis, pour qu'on puisse développer et améliorer ces vidéos. Vraiment, ton soutien est tellement précieux. Et je voulais aussi vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez déjà. Je te dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine vidéo.